Et si une nouvelle architecture pouvait résoudre le plus grand obstacle de l'informatique quantique? C'est ce qu'on explore aujourd'hui, le sablier de Pérez. Une proposition vraiment audacieuse pour un ordinateur quantique qui serait enfin tolérant aux pannes. Alors, tenez-vous bien. Et si le plus grand problème de l'informatique moderne, vous savez, celui qui freine toute une révolution technologique, Eh bien, et si ce problème avait une solution cachée sous nos yeux depuis plus de 250 ans? C'est une idée assez folle et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, alors, avant de plonger dans le sablier, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. C'est quoi le problème aujourd'hui? On est coincé dans ce qu'on appelle l'ère NISQ. Ça veut dire Noisy Intermediate Scale Quantum. En gros, ça signifie que nos ordinateurs quantiques actuels sont encore, eh bien, un peu petits et surtout, ils sont extrêmement bruyants, très, très sensibles aux erreurs. Et cet ennemi numéro un, ce bruit, ça porte un nom, la décohérence. L'analogie est assez parlante. Imaginez un instrument de musique mais d'une sensibilité extrême, parfaitement accordée. La moindre vibration, le plus petit bruit autour, et hop, il se désaccorde. Pour un cuvette, c'est exactement ça. Le bruit de l'environnement lui fait perdre son état quantique, qui est super fragile, et ça crée des erreurs de calcul partout. Et c'est là qu'on arrive au vrai casse-tête de l'ère NISQ. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour faire des calculs vraiment puissants, on a besoin de quoi? De plus de qubits. Logique. Sauf que plus on met de qubits, plus le système devient instable, plus il est sensible au bruit. Bref, en cherchant la puissance, on augmente la fragilité. C'est un dilemme énorme. C'est justement là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que la solution, figurez-vous, ne viendrait pas d'un labo de physique ultramoderne. Non, non. Elle viendrait de la résolution d'une énigme mathématique qui date de 1769, la conjecture de Lichtenberg. Oui, vous avez bien entendu. Et là, il faut bien comprendre un truc crucial. On ne parle pas d'une petite amélioration, d'un ajustement technique, pas du tout. Ce qui est proposé ici, c'est une découverte mathématique fondamentale. C'est un vrai changement de paradigme. On ne bricole pas le moteur, on réinvente carrément la voiture depuis la feuille blanche. Alors, ce plan directeur, cette nouvelle architecture, c'est quoi? C'est le sablier. Et attention, ce n'est pas juste un nom poétique. C'est une géométrie très particulière qui va marier de façon assez dingue des concepts de matière et d'antimatière, mais au niveau numérique. comment on le construit, ce fameux sablier? Eh bien, c'est presque d'une simplicité déconcertante, et c'est ça qui est beau. Première étape, on prend une figure que beaucoup connaissent, le triangle de Pascal. Ça, ce sera notre matière. Deuxième étape, on crée son jumeau, son reflet parfait, mais en négatif, en soustraction. Ça, c'est notre antimatière. Et troisième étape, on les superpose. Et voilà, le sablier de Pérez apparaît. Mais la vraie magie, elle est sous la surface. Ce sablier, ce n'est pas juste une jolie forme géométrique, c'est une sorte de grand unificateur. Il arrive à rassembler dans une seule et même structure des concepts mathématiques hyper puissants, qui jusque-là n'avaient pas grand-chose à voir les uns avec les autres. On parle de la suite de Fibonacci, des fonctions θ de Ramanujan, un truc super pointu, et même de la géométrie fractale. C'est assez bluffant. Bon, tout ça c'est bien joli, mais concrètement, à quoi ça sert? Comment est-ce que cette beauté mathématique, un peu abstraite, se transforme en puissance de calcul? La réponse est simple et directe. Cette structure est littéralement née pour corriger les erreurs. Allez, regardons un peu les chiffres, parce que c'est là que ça devient vraiment parlant. On compare ici le code du sablier avec ce qu'on fait de mieux aujourd'hui, les codes de surface. Le but du jeu, c'est toujours le même. Utiliser plein de qubits physiques qui sont fragiles pour en construire un seul, un qubit logique qui, lui, est super stable. Et là, pour obtenir ce fameux qubit logique fiable, avec une force de correction similaire, le sablier a besoin de beaucoup, beaucoup moins de qubits physiques. C'est juste un gain d'efficacité énorme. Et ce n'est pas fini, il y a un autre truc. En exploitant la symétrie parfaite du sablier avec une technique d'encodage spéciale, qu'on appelle dual rail, on gagne encore 30% de fidélité. 30%! En informatique quantique, c'est un bond de géant. Regardez ce graphique, ça montre bien la différence. On prend un encodage standard, on le met dans un environnement bruyant, il lui reste 63% de fidélité à la fin. Pas terrible. On fait la même chose avec l'encodage du sablier et on arrive à 92%. La différence est juste spectaculaire. C'est comme si la forme elle-même se protégeait du chaos extérieur. Mais comment c'est possible? L'image la plus forte, c'est celle de l'entonnoir. Imaginez que la géométrie du sablier agisse comme un entonnoir à erreurs. Les erreurs qui apparaissent sont comme guidées, drainées vers le centre, la taille fine du sablier. Et là, au point de rencontre, notre matière et notre antimatière numérique se rencontrent et les erreurs s'annihilent.
C'est plus que de la poésie mathématique. Et l'impact concret de tout ça, il est potentiellement immense. Prenons un exemple célèbre, l'algorithme de Shor. C'est l'algorithme qui fait peur à tout le monde parce qu'il peut casser les systèmes de cryptage qu'on utilise tous les jours. Eh bien, avec l'efficacité du sablier, le nombre d'opérations pour cet algorithme est tellement réduit que casser des clés de cryptage très solides, ça devient envisageable avant 2035. Un horizon qu'on pensait être beaucoup, beaucoup plus loin. Alors là, on se dit, ok, c'est génial sur le papier, mais est-ce que c'est juste un beau rêve? Eh bien non. Il y a un vrai plan, une feuille de route très concrète pour transformer cette théorie en une machine bien réelle. Le plan est assez clair et il se déroule en plusieurs étapes. Phase 1, on valide les principes fondamentaux sur les processeurs quantiques qui existent déjà. Phase 2, d'ici 2028, on passe à la vitesse supérieure et on construit un démonstrateur de 377 qubits. Et enfin, phase 3, d'ici 2029, l'objectif c'est un processeur de presque 1600 qubits, assez grand pour enfin prouver un avantage quantique concret. C'est ambitieux, c'est sûr, mais c'est un vrai projet. Donc pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que cette approche ne cherche pas à mettre des rustines sur les systèmes actuels. L'idée, c'est de changer complètement de philosophie. Construire des machines qui sont, par leur nature même, par leur géométrie, tolérantes aux pannes. Le calcul et la structure deviennent une seule et même chose. Et ça nous amène à la phrase de conclusion de cette proposition qui est juste magnifique. Le sable ne tombe plus. Il calcule. Une idée simple mais incroyablement puissante. Et qui sait, c'est peut-être elle qui façonnera notre avenir.